Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est juste crucial pour tout employeur en Suisse, l'assurance perte de gain en cas de maladie. C'est un domaine où une toute petite omission, elle peut coûter très très cher. Ce chiffre que vous voyez là, 48 482 francs et 80 centimes, ce n'est pas un exemple tiré d'un manuel, non, non. C'est la somme exacte au centime près qu'une entreprise a été condamnée à verser directement de sa poche. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Et surtout, comment s'assurer qu'une telle mésaventure n'arrive jamais à sa propre entreprise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre toute l'histoire, il faut d'abord avoir en tête qu'en Suisse, il y a en gros deux manières de gérer le salaire quand un collaborateur tombe malade. D'un côté, on a ce que la loi prévoit au minimum, c'est le régime légal. Et de l'autre, il y a la solution que, soyons clairs, la quasi-totalité des entreprises adoptent, souscrire une assurance perte de gain collective. Mais attention, ce choix a des implications très importantes. Parce que pour que l'assurance remplace valablement l'obligation de base de la loi, elle doit être ce que le tribunal fédéral appelle équivalente. Et pour ça, il y a 3 conditions et elles sont cumulatives, c'est-à-dire que les 3 doivent être remplies. Elle doit couvrir au moins 80% du salaire, durer 720 jours et les primes doivent être partagées moitié-moitié. C'est vraiment la fondation de tout le système. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. En choisissant de passer par une assurance, l'employeur, sans toujours s'en rendre compte, se voit attribuer une nouvelle responsabilité. Une responsabilité qui est absolument fondamentale. Cette responsabilité, c'est ce qu'on appelle le devoir d'information. En gros, la loi dit que l'employeur devient une sorte de pont, un intermédiaire obligé entre son salarié et l'assureur. Il a donc l'obligation, une vraie obligation légale, de donner toutes les infos nécessaires pour que son employé puisse faire valoir ses droits. Et voilà le point clé, le cœur du problème. Si ce devoir d'information est mal fait ou s'il est incomplet, l'employeur peut être obligé de prendre la place de l'assurance et de payer lui-même. C'est précisément ce qui s'est passé dans notre histoire et qui a mené à cette facture de presque 50 000 francs. Bon, maintenant qu'on a la théorie, regardons comment ça se passe dans la vraie vie. On va analyser le cas concret qui a mené à cette fameuse condamnation pour bien comprendre où et comment l'erreur a été commise. Alors, regardons cette chronologie. C'est assez simple. Un employé tombe malade. Quelques mois plus tard, son contrat prend fin. Juste après, l'employeur l'informe qu'il peut continuer l'assurance pour lui-même à titre individuel. Et pourtant, l'employé fait les démarches, mais beaucoup trop tard. La question est, pourquoi? Et la réponse, elle est là, dans cette omission critique. L'employeur a bien dit qu'il pouvait continuer l'assurance, ça c'est juste. Mais il a oublié de mentionner le détail qui tue, le fait qu'il y avait un délai. Un délai très strict de 30 jours pour faire la demande. Une seule petite information manquante, mais avec des conséquences énormes. La décision du tribunal fédéral a été limpide. Une information qui est incomplète, ce n'est tout simplement pas une information valable. En oubliant de mentionner ce délai, l'employeur a failli à son devoir. Et donc, il a été tenu pour responsable du préjudice financier de son ex-employé. Mais attention, ce cas du délai manquant, ce n'est qu'un des pièges. Il y en a d'autres. Un grand classique, par exemple. On promet dans le contrat de travail qu'il y a une assurance perte de gain, mais on oublie de la conclure ou on la conclut en retard. Là, c'est simple, l'employeur doit tout payer de sa poche. Autre scénario, tout aussi courant, l'assurance refuse de payer. Pourquoi? Parce que l'employeur n'a pas payé les primes ou a oublié d'annoncer un nouveau collaborateur. Encore une fois, la conséquence est la même, l'assureur se désengage et c'est l'entreprise qui doit assumer les prestations. Et puis, il y a un troisième piège, peut-être un peu plus subtil et souvent sous-estimé. Si la police d'assurance a des exclusions, par exemple elle ne couvre pas certaines maladies préexistantes, l'employeur doit absolument en informer ses salariés. S'il ne le fait pas, il risque de devoir couvrir lui-même ce que l'assurance ne prend pas en charge. Bon, on a vu les risques, les pièges, c'est un peu angoissant. Mais maintenant, passons à la partie constructive. Comment on se protège? Voici une checklist, étape par étape, pour sécuriser son entreprise et éviter ses erreurs. Alors, concrètement, que faut-il faire? Premier point, et c'est la base de tout, s'assurer que ce qui est écrit dans le contrat de travail correspond parfaitement à ce que couvre la police d'assurance. Pas de décalage. Deuxièmement, quand un contrat se termine, il faut systématiquement informer par écrit du droit de continuer l'assurance individuellement. Troisièmement, et c'est la leçon de notre histoire, communiquer clairement le délai pour le faire. Et enfin, le plus simple pour couvrir tout ça, fournir à chaque collaborateur une copie des conditions générales de l'assurance. La transparence, c'est vraiment la meilleure des protections.
Tout ceci nous laisse avec une question finale, une que chaque dirigeant ou responsable RH devrait se poser très sérieusement. Parce que c'est souvent dans le petit décalage potentiel entre ces deux documents, le contrat et la police d'assurance, que se cache un risque financier qui, lui, est bien réel.